Oh, 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 je suis de retour. Excusez-moi de l'affolement, j'essaie de reprendre mes esprits. Ah, oui. Comme vous pouvez le voir, j'étais au XVIIIe siècle, dans une période où j'aurais pas aimé m'aventurer, parce qu'on perdait facilement la tête à cette période-là. Ah non, c'était pas un Disneyland, hein, c'était pas la reine qui décide de couper les têtes. Je dirais même qu'à cette époque-là, c'était plutôt les rois et reines qui se faisaient... Ah, vous l'avez compris, j'étais en pleine période révolutionnaire en France. Et d'autant plus que j'étais dans une région où il valait pas mettre les pieds, il valait mieux pas y mettre les pieds. C'est-à-dire j'étais en Vendée militaire, en 1793. Vous l'avez compris, nous allons parler de la Vendée à l'époque révolutionnaire. Mais avant de parler de la guerre de Vendée, on vous invite à liker, commenter cette vidéo et à vous abonner sur nos comptes Instagram et YouTube. On vous remercie. Mais tout d'abord, nous allons faire un bref rappel des faits de la situation de la France en 1789. Nous sommes le 14 juillet 1789. Comme vous le savez tous, c'est le début de la Révolution française. Les Parisiens prennent la Bastille. Après 3 ans de monarchie parlementaire, des Parisiens excédés par le comportement du roi décident de prendre d'assaut les Tuileries courant août 1792. Le roi se réfugie alors au Parlement. C'est le début de la fin pour la monarchie en France. En effet, le 21 septembre 1792, la Convention nationale décide d'abolir la royauté. Suite à l'abolition de la royauté, le citoyen Louis Capet est condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793. Les puissances européennes, qui sont alors des royautés, décident alors d'entrer en guerre face à cette toute nouvelle république. C'est alors que la Convention nationale décide de renforcer l'armée qui avait été édifiée sous la royauté en appelant 300 000 hommes par tirage au sort dans les différentes régions de France, notamment notre fameuse Vendée. Comme vous pouvez vous en douter, cette décision de la Convention nationale de mobiliser 300 000 hommes par tirage au sort dans toutes les régions de France provoque des émeutes partout en France, qui sont plus ou moins réprimées. La plupart retombent, sauf dans un territoire, la Vendée militaire et une partie de la Bretagne. Les Vendéens, qui sont déjà très attachés à leur habitude de vie et à leurs croyances, et qui étaient déjà heurtés par une loi de la Convention nationale qui obligea les prêtres à prêter serment à une nouvelle constitution civile du clergé au détriment de l'Église et du pape, les prêtres qui n'ont pas voulu prêter allégeance à cette nouvelle constitution ont été poursuivis et remplacés, voire et même exécutés dans certains cas, ce qui heurta profondément la population vendéenne. Les prêtres, d'ailleurs, qui ont été remplacés, ils ont été remplacés par des prêtres dits jureurs. Donc vous pouvez imaginer que cette mobilisation forcée met le feu aux poudres. Début mars, c'est plusieurs communes de Vendée qui s'insurgent. Le 3 mars à Cholet, puis le 10 mars
à Machecoul, et enfin Tiffauges, Chemillé, Saint-Florent-le-Veil, puis toute la Vendée s'embrase. Cependant, provoquer des émeutes est une chose, mener un combat en est une autre. Les paysans vendéens décident alors d'aller chercher des chefs parmi les nobles vendéens, afin de constituer une véritable armée contre-révolutionnaire. Les Vendéens vont alors se trouver des chefs. Ces chefs vont d'ailleurs entrer dans l'histoire. En effet, on peut citer par exemple Henri de la Roche-Jacquelin, François Athanase Charette de la Contrie, Jean-Nicolas Stofflet, Jacques Catlino, ainsi que de nombreux chefs qui vont former l'armée vendéenne. Ces nouvelles armées, qui pour l'instant ne sont pas unifiées, vont prendre par surprise l'armée républicaine qui surnomme désormais les Bleus. Ces différentes armées vont alors bientôt s'assembler pour devenir l'armée catholique et royale de Vendée. C'est alors une véritable guerre civile qui se propage en Vendée. Ces armées vont alors se trouver un drapeau, mais aussi le Sacré-Cœur comme symbole. Elle est formée de 2/3 de paysans, mais aussi de nobles et de royalistes, de femmes aussi, qu'on surnommera les Amazones, et d'anciens bleus déserteurs. Il y a 7 divisions et une cavalerie entre mars et juin 1793. Entre juin et juillet 1793, l'armée dispose d'une cavalerie, d'une artillerie et de 4 divisions. Entre juillet et octobre, c'est une cavalerie, une artillerie et en tout 4 armées. Et entre novembre et décembre 1793, c'est une cavalerie, une artillerie et 3 divisions. Ainsi, l'armée, comme vous pouvez le voir, est organisée et est prête à mener bataille contre les Bleus et contre la République. Cette armée, qui est prête à combattre, menée par leurs chefs comme Bonchamp, Charette, Catlino, Delbé, Roche-Jacquelin, enchaîne des victoires. La première, c'est à Cholet, le 14 mars 1793, avec une victoire de Catlino, suivie de Thouars le 1er mai 1793, Fontenay-le-Comte le 25 mai 1793, Saumur le 9 juin. Sur cette série de victoires, les Vendéens ont 2 solutions. Soit ils prennent Tours et marchent sur Paris pour mener une contre-révolution, soit ils restent dans la région pour assurer leurs arrières. C'est le choix de rester dans la région qui s'impose. En effet, ils marchent vers Nantes. Les Vendéens décident alors de prendre Nantes. Sur la route de Nantes, ils arrivent à prendre Angers le 17 juin 1793. Puis, ils arrivent aux portes de Nantes, ce qui est un choix stratégique évident. En effet, Nantes dispose d'une ouverture sur la mer permettant l'arrivée par exemple de renforts anglais qui seraient idéales pour cette armée. Le 29 juin 1793, les Vendéens lancent l'attaque sur Nantes. Malheureusement,
ceci se solde par un échec. Après cette lourde défaite aux portes de Nantes, la Grande Armée est plus que jamais divisée et fissurée. Cependant, le combat continue. Le 14 août 1793, à Luçon, l'armée essuie un nouvel échec. Charette décide alors de quitter la Grande Armée. Cependant, lui et son armée continueront à faire des alliances de circonstances afin de continuer le combat. Et cela fonctionne. Quelques victoires sont alors accréditées à cette alliance, dont la plus célèbre est la bataille de Torfou-Tifauge, le 19 septembre 1793. Et cette victoire, on la doit aux femmes. L'armée était en déroute, et ce sont les femmes qui se sont érigées en barrage pour dire aux hommes « retournez combattre ». Un beau combat féministe. Cependant, la réaction de la République arrive. Les montagnards, groupe désormais majoritaire au Parlement, décident de créer la Grande Armée de l'Ouest, dirigée par le général Jean-Baptiste Kléber. Cette armée part de Nantes et de Niort et enchaîne les victoires. Luçon le 14 août, comme je vous l'ai déjà rappelé, Port-Saint-Père le 10 septembre 1793, Machecoul et Saint-Philibert-Grandlieu le 12 septembre 1793, et Léger abandonné par Charette le 14 septembre 1793. Heureusement pour notre armée vendéenne, l'armée républicaine est stoppée par Charette et Bonchamp à Torfou le 19 septembre 1793 et à Coron par Delbé. La fin septembre est alors marquée par des victoires et des défaites de chaque côté, jusqu'à la mi-octobre. Par exemple, l'armée vendéenne dirigée par Charette prend l'île de Narmoutier le 12 octobre 1793. Le 17 octobre 1793, c'est une défaite à Cholet pour l'armée vendéenne. Suite à la défaite de Cholet, l'armée vendéenne est acculée sur les bords de la Loire à Saint-Florent-le-Vieil. Henri de la Roche-Jacquelin décide alors, avec femme et enfants, de traverser la Loire. C'est le début de la virée de Galerne. Charette, quant à lui, décide de rester en Vendée militaire et ne rejoint pas la Grande Armée, estimant que c'était une erreur stratégique de traverser la Loire. Henri de la Roche-Jacquelin, lui, pense que c'est le mieux pour continuer le combat. En effet, dans sa tête, il veut rejoindre les Chouans, c'est-à-dire les contre-révolutionnaires bretons, et atteindre l'un des ports normands afin de trouver une éventuelle aide anglaise. Dans un premier temps, la virée de Galerne se passe plutôt bien. Le 23 octobre 1793, ils arrivent au port de Laval et emportent la ville. Puis, c'est au tour de Mayenne, Fougères, Dole. Le 14 novembre 1793, ils arrivent aux portes de la Normandie, dans la ville de Granville. Malheureusement, ils ne parviennent pas à prendre la ville et ils essuient une énorme défaite. L'armée, alors épuisée, poursuivie et décimée par la famine et la maladie, décide alors de battre en retraite. Sur leur route, ils arrivent à reprendre Fougères, Mayenne, Laval et Angers. Ils arrivent alors aux portes du Mans. Le 12 décembre 1793, ils se lancent alors dans la bataille afin de prendre la ville du Mans. Malheureusement, c'est une énorme défaite qui les attend. C'est alors que les chefs vendéens restants, notamment Henri de la Roche-Jacquelin, décident de rentrer en Vendée en retraversant la Loire, le 16 décembre 1793.
La virée de Galerne est un énorme échec pour l'armée vendéenne et elle s'en remettra pas. Sur 60 à 100 000 personnes qui ont traversé la Loire en octobre, seuls 4 000 rescapés reviennent en Vendée et retraversent la Loire. Pendant la virée de Galerne, Charette réussit avec plus ou moins de succès à garder ses territoires en Vendée militaire. Dans l'optique de réunir son armée avec les rescapés de la virée de Galerne, La Roche-Jacquelin et Charette se rencontrent à Mollevrier, près de Cholet, le 22 décembre 1793. L'issue de la rencontre entre les deux chefs vendéens se soldant par un échec et donc sans accord, les deux armées vont combattre séparément. Au lendemain de la rencontre entre Charette et La Roche-Jacquelin, rencontre qui, je le rappelle, se solde sans accord, La Roche-Jacquelin décide d'attaquer Savenay le 23 décembre 1793, ce qui se solde, encore une fois, par un échec. Son armée est alors plus que jamais divisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous invite, comme toujours, à liker et commenter nos vidéos. Et on vous remercie pour cela. Je sais que cette vidéo peut être très longue. Sachez juste que la guerre de Vendée est un sujet très compliqué. On n'a pas pu rentrer dans de nombreux détails de cette guerre, malheureusement, mais on voulait vraiment épouser un maximum de choses pour étayer vos connaissances sur cette malheureuse guerre civile de Vendée. Voilà qui conclut notre première partie sur la guerre de Vendée. On s'est vraiment attaché à parler uniquement de la guerre civile dans cette première partie. Malheureusement, cette guerre va prendre un très fâcheux tournant qui ne met pas à l'honneur notre République française. Je sais que la Révolution française a apporté de très bonnes choses. Il y a aussi une face sombre que l'on va détailler dans cette deuxième partie. En effet, la terreur va gagner la Vendée.